Dans la petite église de Saint-Rémy de Provence, ce matin de juin, les murmures se mêlaient aux cantiques. Car lorsque l'amour défie les préjugés et que le courage prend la parole, il peut transformer à jamais ceux qui croient tout savoir de la vie. Cette histoire va vous rappeler que derrière chaque différence se cache souvent une force que nul ne soupçonne. Avant de découvrir ce moment extraordinaire qui va bouleverser votre vision de l'amour véritable, prenez quelques secondes pour vous abonner à notre chaîne. Parce que les plus belles leçons de vie naissent souvent des situations les plus inattendues. Juliette Moreau avait toujours eu cette grâce naturelle qui faisait se retourner les hommes sur son passage. À 32 ans, cette infirmière spécialisée en rééducation possédait cette beauté sereine des femmes qui ont trouvé leur voie. Ses cheveux châtains ondulés encadraient un visage lumineux, et ses yeux verts exprimaient une bonté qui ne connaissait aucune frontière sociale. Dans les couloirs de l'Institut de rééducation fonctionnelle de Marseille, Juliette était respectée autant pour ses compétences professionnelles que pour son humanité. Elle avait ce don rare de voir la personne derrière la blessure, l'homme derrière le handicap. Ses collègues disaient qu'elle parlait aux patients comme s'ils étaient des membres de sa famille. « Juliette a un cœur d'or », répétait souvent Dr Lemaire, le chef de service. Elle refuse systématiquement les invitations des médecins célibataires, mais elle passe des heures supplémentaires avec les patients les plus difficiles. Car Juliette avait effectivement refusé de nombreuses propositions. Thomas Marchand, chirurgien réputé et fils de notaire, l'avait courtisée pendant 6 mois. Pierre Dubois, chef d'entreprise prospère, lui envoyait des fleurs chaque semaine. Antoine Garnier, avocat parisien en visite à Marseille, avait même prolongé son séjour dans l'espoir de la conquérir. « Tu pourrais avoir n'importe qui », lui répétait sa sœur Camille. « Pourquoi refuses-tu toutes ces belles opportunités ?»« Parce que je n'aime aucun de ces hommes », répondait simplement Juliette. L'amour ne se commande pas. Ce qu'elle ne disait pas, c'est qu'elle avait déjà trouvé l'homme de sa vie. Un secret qu'elle gardait précieusement depuis 8 mois, car elle savait que sa famille et ses amis ne comprendraient pas immédiatement son choix. Étienne Roussel avait 40 ans et dirigeait une association d'aide aux personnes en situation de handicap. Ancien journaliste sportif, sa vie avait basculé 3 ans plus tôt lors d'un accident de moto sur l'autoroute A7. Depuis, il se déplaçait en fauteuil roulant, mais son esprit combatif était resté intact. « Votre mari va remarcher !» avait déclaré le chirurgien à sa femme après l'opération. « Mais ses jambes ne retrouveront jamais leur fonction normale. » Cette femme, Sylvie, n'avait pas supporté cette nouvelle réalité. 6 mois après l'accident, elle avait quitté le domicile conjugal avec leur fille de 8 ans, Emma, laissant Étienne face à sa nouvelle condition et à sa solitude. Étienne avait traversé des mois de dépression profonde, se demandant quelle valeur il pouvait encore avoir en tant qu'homme, en tant que père, en tant qu'être humain. Mais progressivement, grâce au soutien de quelques amis fidèles et à un suivi psychologique, il avait reconstruit sa vie autour de nouveaux objectifs. L'association Vivre Debout, qu'il avait créée, accompagnait les personnes handicapées dans leur insertion professionnelle et sociale. Étienne avait transformé sa propre épreuve en mission de vie, aidant d'autres à surmonter ce qu'il avait lui-même vécu. C'est dans ce contexte professionnel que Juliette et Étienne s'étaient rencontrés. L'Institut marseillais collaborait régulièrement avec l'association pour l'accompagnement post-hospitalier des patients. Leurs échanges, d'abord purement professionnels, avaient évolué vers une complicité, puis vers quelque chose de plus profond. « Vous avez une approche différente avec les patients », avait remarqué Étienne lors de leur 3e réunion de travail. « Vous ne les regardez pas comme des victimes. » « Parce qu'ils ne sont pas des victimes, » avait répondu Juliette. « Ils sont des personnes qui traversent une épreuve et qui ont besoin d'accompagnement, pas de pitié. » Cette philosophie commune avait créé entre eux une connexion immédiate. Étienne avait découvert en Juliette une femme qui le voyait tel qu'il était vraiment. Non pas un homme diminué par son handicap, mais un homme complet qui s'exprimait différemment. Leur premier rendez-vous avait eu lieu dans des cafés discrets, loin des regards curieux de leurs collègues respectifs. Étienne ne voulait pas exposer Juliette aux commentaires désobligeants qu'il connaissait trop bien. Juliette, elle, souhaitait protéger leur histoire naissante des jugements hâtifs de son entourage. « Tu sais que les gens vont parler ?» avait dit Étienne un soir, alors qu'il se promenait sur le vieux port. « Qu'ils parlent. L'amour ne se justifie pas. Tu es sûr de ne pas confondre amour et compassion ?
Juliette s'était arrêtée et l'avait regardé droit dans les yeux. « Étienne Roussel, je suis tombée amoureuse de ton intelligence, de ton humour, de ta force intérieure et de ta capacité à transformer la souffrance en espoir. Ton fauteuil roulant n'est qu'un détail dans cette équation. » Cette déclaration avait scellé leur relation. 6 mois plus tard, Étienne demandait Juliette en mariage lors d'un dîner romantique dans un restaurant surplombant la Méditerranée. « Acceptes-tu de devenir Madame Roussel, malgré tout ce que cela implique ?»« J'accepte de devenir ta femme, avec tout ce que cela implique de bonheur, » avait répondu Juliette en lui passant la bague au doigt. Maintenant venait le moment d'annoncer la nouvelle à leurs familles respectives. Juliette savait que cette étape serait délicate, mais elle était prête à affronter tous les préjugés pour défendre leur amour. « Ma chérie, » avait dit sa mère au téléphone, « tu es sûre de ton choix ? Cet homme, il est en fauteuil roulant, non ? » « Oui, maman. » « Et alors ? » ?»« Alors rien, bien sûr. C'est juste que… Enfin, tu comprends ? » Non, Juliette ne comprenait pas. Mais elle allait bientôt découvrir à quel point les préjugés pouvaient être tenaces. Même dans les familles qui se pensaient ouvertes d'esprit. L'annonce des fiançailles provoqua des réactions diverses mais prévisibles dans l'entourage de Juliette. Sa sœur Camille fut la première à exprimer ses inquiétudes lors d'un déjeuner de famille dans la villa familiale de Cassis. « Juliette, tu te rends compte de ce dans quoi tu t'engages ?» demanda Camille en sirotant son rosé de Provence. « La vie quotidienne avec une personne en fauteuil roulant, ce n'est pas simple. Et les enfants, tu y as pensé ?»« Étienne peut avoir des enfants, » répliqua calmement Juliette. « Son accident n'a pas affecté cette partie de son anatomie. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais imagine tes enfants à l'école, quand les autres leur demanderont pourquoi leur papa ne peut pas courir avec eux. Ils répondront que leur papa fait autre chose, qu'il les aime et qu'il leur apprend d'autres valeurs. » Leur mère, Françoise, tenta une approche plus diplomatique. « Ma chérie, nous ne mettons pas en doute tes sentiments. Mais réfléchis bien. Tu pourrais avoir n'importe quel homme. Tu es belle, intelligente, tu as une belle carrière. Pourquoi te compliquer la vie ? » « Parce que je ne me complique pas la vie, maman. Je la construis avec l'homme que j'aime. » Leur père, Jean-Claude, retraité de l'Éducation nationale, adopta un angle différent. « Juliette, ton travail te met en contact avec des personnes handicapées. N'y a-t-il pas un risque de confusion entre sentiments professionnels et sentiments personnels ? Papa, cela fait 8 mois que je vis cette relation. Je pense avoir eu le temps de faire la différence entre empathie professionnelle et amour personnel. » Du côté d'Étienne, les réactions furent tout aussi révélatrices. Sa mère, Martine, exprima sa joie, mais aussi ses craintes lors d'une conversation téléphonique. « Mon fils, je suis heureuse que tu aies trouvé quelqu'un. Mais cette jeune femme, tu es sûr qu'elle ne te prend pas en pitié ? Certaines femmes ont ce côté maternel excessif. Maman, Juliette n'a rien de maternel avec moi. C'est une femme amoureuse, point. Et financièrement, elle gagne bien sa vie, au moins ? Parce que ton association, c'est très noble, mais ce n'est pas très lucratif. » Cette question blessa Étienne. Depuis son accident, il avait appris à reconnaître toutes les nuances de la discrimination, y compris celle qui niait sa capacité à subvenir aux besoins d'une famille. « Je gagne suffisamment pour entretenir ma femme si nécessaire, et elle gagne suffisamment pour subvenir à ses propres besoins. » Ses anciens collègues journalistes se montrèrent plus directs. Paul Martineau, chef des sports à la Provence, l'invita à déjeuner au Cercle des nageurs de Marseille. « Étienne, mon vieux, je vais être franc avec toi. Cette fille, elle est sublime. Tu ne crois pas qu'elle cherche juste à se donner bonne conscience ? Tu sais, le syndrome de l'infirmière qui sauve le patient. Paul, Juliette ne me sauve de rien. Nous construisons ensemble quelque chose de nouveau. Écoute, je ne veux pas te blesser, mais soyons réalistes. Une femme comme ça pourrait épouser un député, un chef d'entreprise, un chirurgien. Pourquoi choisirait-elle un type en fauteuil roulant ? » Ces paroles atteignirent Étienne plus durement qu'il ne voulait l'admettre. Non pas parce qu'il en doutait, mais parce qu'elles reflétaient ce que pensait une partie de la société. Même ses proches avaient du mal à concevoir qu'on puisse l'aimer pour ce qu'il était, et non malgré ce qu'il était devenu. Le soir même, il en parla à Juliette. Ils dînaient dans leur restaurant favori, une petite trattoria du quartier du Panier, où le patron les accueillait toujours chaleureusement. « Juliette, tu es sûre que tu ne vas pas le regretter ? Tous ces commentaires, ces regards, ça va durer longtemps.
Étienne Roussel, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que j'ai l'air d'une femme qui prend des décisions par pitié? Non. Est-ce que j'ai l'air d'une femme qui se sacrifie pour sauver les autres? Non plus. Alors arrête de douter. Je t'aime, point final. Et si les gens ne comprennent pas, c'est leur problème, pas le nôtre. Cette conversation les renforça dans leur détermination. Ils décidèrent d'organiser leur mariage pour le mois de juin suivant, dans l'église de Saint-Rémy de Provence, village natal de Juliette. Une cérémonie simple mais symbolique, qui permettrait à leurs familles et amis de constater par eux-mêmes la réalité de leur amour. « Nous n'avons rien à prouver à personne », déclara Juliette. « Mais nous avons tout à célébrer ensemble. » La préparation du mariage révéla d'autres aspects des préjugés ambiants. Le premier photographe contacté se montra gêné. « Madame, pour les photos? Comment fait-on avec le fauteuil? On peut le cacher? » « Pourquoi le cacher? » répliqua Juliette. « Mon mari sera en fauteuil roulant, c'est notre réalité. Nous voulons des photos qui nous ressemblent. » Le fleuriste proposa spontanément d'adapter la décoration de l'église pour camoufler le fauteuil d'Étienne. Le traiteur demanda s'il fallait prévoir un menu spécial pour le marié. Même le curé se montra maladroitement prévenant. « Nous avons aménagé l'hôtel pour que monsieur soit plus discret. »« Père Gabriel, » intervint Juliette, « mon fiancé n'a pas à être discret. C'est notre mariage. Nous serons tous les deux en évidence. » Ces micro-agressions quotidiennes renforçaient leur complicité. Ils apprenaient ensemble à naviguer dans un monde qui ne savait pas toujours comment réagir à leurs différences. « Tu sais ce qui me frappe le plus ?» dit un soir Étienne. « Les gens sont persuadés d'être bienveillants en essayant de nous aider à cacher mon handicap. Ils ne comprennent pas qu'aimer quelqu'un, c'est l'aimer en entier, » répondit Juliette, avec ses forces et ses particularités. Le jour J approchait, et avec lui, l'occasion de montrer à tous que l'amour véritable ne connaît aucune limite physique. Les dernières semaines précédant le mariage furent émotionnellement intenses. Emma, la fille d'Étienne, maintenant âgée de 11 ans, devait être présente à la cérémonie. Son ex-épouse Sylvie avait longtemps hésité avant d'accepter que leur fille assiste au remariage de son père. « Emma a le droit de voir son père heureux », avait fini par admettre Sylvie lors d'une conversation téléphonique tendue. « Mais je ne veux pas qu'elle soit troublée par cette situation. »« Cette situation ?» avait répété Étienne, blessé. « Tu sais très bien ce que je veux dire. Cette femme, elle est très jeune, très belle. Emma pourrait se poser des questions. » Emma, elle, avait accueilli la nouvelle du remariage de son père avec la spontanéité de l'enfance. Lors de leur première rencontre, elle avait regardé Juliette droit dans les yeux et lui avait demandé « Tu aimes vraiment papa ?»« Oui, je l'aime vraiment. »« Même avec son fauteuil ?»« Ton papa ne se résume pas à son fauteuil, Emma. Il est intelligent, drôle, gentil, et il t'aime énormément. » Cette réponse avait visiblement satisfait la fillette, qui s'était rapidement attachée à Juliette. « Tu seras ma belle-maman, et moi, je serai ta demoiselle d'honneur. » Juliette avait accepté avec émotion cette proposition, voyant dans l'adhésion d'Emma un signe que leur famille recomposée était possible. Le choix de la tenue d'Étienne avait donné lieu à de longues discussions. Comment s'habiller élégamment quand on est en fauteuil roulant? Leur ami Charles, propriétaire d'une maison de couture à Aix-en-Provence, avait proposé ses services. « Nous allons créer un smoking sur mesure qui mettra en valeur ta prestance », avait-il déclaré. Assis ou debout, l'élégance n'a rien à voir avec la position. Le costume, d'un bleu marine profond avec des revers en soie, fut conçu spécifiquement pour la position assise. Chaque détail était pensé pour que Étienne soit parfaitement à l'aise, tout en gardant une allure impeccable. Pour Juliette, le choix de la robe fut plus émotionnel. Sa grand-mère paternelle avait légué une magnifique robe des années 1950 en dentelle de Calais. Avec quelques retouches, cette tenue vintage lui donnait une allure de star d'Hollywood. « Tu es radieuse !» lui dit sa couturière lors du dernier essayage. « Cette robe semble avoir été créée pour vous. » « C'est exactement ce que je ressens pour ce mariage, » sourit Juliette. La semaine précédant la cérémonie, les préparatifs s'intensifièrent. La petite église de Saint-Rémy de Provence fut décorée de roses blanches et de lavande, créant une atmosphère provençale romantique. Le domaine viticole voisin, propriété d'amis de la famille Moreau, accueillerait la réception. Mais l'ambiance familiale restait tendue. Lors du dîner de répétition, certains commentaires révélèrent les vraies pensées des invités.
L'oncle Robert, frère de Françoise, glissa à l'oreille de sa femme. « J'espère qu'elle sait dans quoi elle s'engage. Une vie de sacrifice, ça use. » La tante Monique renchérit. « Et physiquement, tu y as pensé? Ce n'est pas évident, ce genre de situation. » Ces chuchotements n'échappèrent pas à Étienne, qui serra discrètement la main de Juliette sous la table. Elle lui répondit par un sourire complice, lui signifiant qu'elle était prête à affronter tous les préjugés. Le cousin Fabien, médecin urgentiste à Marseille, tenta une approche plus scientifique. « Juliette, je ne remets pas en cause tes sentiments, mais as-tu consulté un psychologue? Il faut parfois s'assurer que nos choix ne sont pas influencés par notre vécu professionnel. » « Fabien, » répliqua calmement Juliette, « quand tu as épousé Caroline, quelqu'un t'a-t-il demandé de consulter un psychologue pour vérifier que tu ne la choisissais pas uniquement pour sa beauté? » Le silence qui suivit cette répartie fut éloquent. Les doubles standards devenaient évidents. Personne ne questionnait les motivations d'amour conventionnelles, mais il fallait justifier les choix qui sortèrent de la norme. Emma, qui observait ces échanges avec l'acuité particulière aux enfants, s'approcha de Juliette. « Pourquoi ils disent des choses méchantes sur papa? » « Ils ne sont pas méchants, ma chérie. Ils ne comprennent pas encore. Mais après-demain, ils comprendront mieux. » « Comment tu en es sûr? Parce que ton papa va leur expliquer. » Cette conversation donna une idée à Juliette. Le soir même, elle proposa à Étienne de préparer quelque chose de spécial pour la cérémonie. « Et si tu prenais la parole pendant la cérémonie? Pas seulement pour les vœux classiques, mais pour dire qui tu es vraiment. Tu veux que je justifie notre amour devant tout le monde? Je veux que tu leur montres l'homme dont je suis tombée amoureuse. Pas pour me justifier, mais pour leur ouvrir les yeux. » Étienne réfléchit longuement. Il n'avait jamais été du genre à s'épancher en public, mais l'enjeu dépassait leur simple bonheur personnel. Il s'agissait de faire évoluer les mentalités, de montrer qu'on pouvait être aimé pour ce qu'on était, pas malgré ce qu'on était devenu. « D'accord, mais je ne ferai pas de pathos. Je dirai juste la vérité. C'est exactement ce dont nous avons besoin. » Cette nuit-là, Étienne prépara son discours. Non pas un plaidoyer pour la tolérance, mais un témoignage sur la réalité de leur amour et sur ce que signifiait vraiment vivre avec un handicap au XXIe siècle. Il voulait que leurs invités comprennent qu'ils assistaient non pas à un mariage de complaisance, mais à l'union de deux personnes qui s'aimaient profondément. Le lendemain matin, jour J, Juliette se réveilla avec une sérénité parfaite. Elle savait que cette journée marquerait non seulement le début de leur vie commune, mais aussi, peut-être, un tournant dans la perception qu'avait leur entourage du handicap et de l'amour. « Tu es prête ?» lui demanda Camille en l'aidant à enfiler sa robe de grand-mère. « Plus que jamais », répondit Juliette en regardant son reflet dans le miroir. « Aujourd'hui, nous allons éduquer les cœurs. » Le matin du mariage, Saint-Rémy de Provence baignait dans cette lumière dorée si particulière à la Provence. L'église romane du XIIe siècle, nichée au cœur du village, avait été décorée avec un goût exquis par les amis de Juliette. Roses blanches, lavandes fraîches et oliviers en pot créaient une atmosphère méditerranéenne raffinée. Étienne arriva 1 heure avant la cérémonie, accompagné de son témoin, Marc Delacroix, ami de longue date et kinésithérapeute à l'Institut de rééducation. En costume bleu marine impeccable, Étienne dégageait une prestance naturelle qui força le respect même des plus sceptiques. « Tu as l'air d'un lord anglais », plaisanta Marc, en ajustant sa cravate. « Je me sens surtout comme l'homme le plus heureux du monde », répondit Étienne, en observant l'église qui se remplissait progressivement. Les invités arrivaient par petits groupes. Côté Moreau, la famille et les amis affichaient cette politesse contrainte typique des situations sociales inconfortables. Côté Roussel, l'ambiance était plus détendue, les collègues de l'association et les amis du milieu associatif étant habitués aux différences. Madame Bertrand, voisine octogénaire des Moreau, ne put s'empêcher de commenter « C'est quand même dommage pour cette petite. Elle aurait pu si bien faire. »« Faire quoi ?» demanda innocemment sa petite fille. « Épouser quelqu'un de normal. » Cette remarque fut entendue par plusieurs personnes, créant un malaise palpable. Heureusement, l'arrivée du père Gabriel, curé de la paroisse depuis 30 ans, détourna l'attention. « Mes chers paroissiens, » dit-il en s'approchant de l'assemblée, « nous célébrons aujourd'hui l'union de Juliette et Étienne. 2 personnes qui nous rappellent que l'amour ne connaît aucune frontière. Dans les premiers rangs, Emma, la fille d'Étienne,
scrutait l'entrée de l'église avec impatience. Vêtue d'une robe rose poudrée, un bouquet de gypsophile à la main, elle était fière de son rôle de demoiselle d'honneur. Sa présence apportait une spontanéité touchante à cette assemblée d'adultes tendus. « Papa est très beau », chuchota-t-elle à Martine, sa grand-mère paternelle. « Et Juliette aussi. Ils vont être les plus beaux mariés du monde. » Sylvie, l'ex-épouse d'Étienne, était assise 3 rangs derrière, accompagnée de son nouveau compagnon. Elle observait discrètement l'homme qu'elle avait quitté, reconnaissant malgré elle qu'il avait retrouvé cette sérénité qu'elle lui avait connue avant l'accident. À 11 heures précises, les premières notes de la marche nuptiale de Mendelssohn s'élevèrent dans l'église. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Juliette apparut au bras de son père, éblouissante dans sa robe vintage. Sa beauté naturelle, sublimée par l'émotion du moment, arracha des murmures d'admiration à l'assemblée. Mais c'est quand elle croisa le regard d'Étienne que la magie opéra véritablement. Son visage s'illumina d'un sourire si radieux que même les plus sceptiques ne purent nier l'évidence. Cette femme était follement amoureuse. Étienne, depuis son fauteuil roulant, la regardait s'avancer avec une intensité bouleversante. Ses yeux brillaient de larmes contenues, son sourire exprimait une joie pure. À cet instant, plus personne ne voyait un homme en situation de handicap, mais un homme transfiguré par l'amour. « Elle est magnifique », murmura-t-il quand Juliette le rejoignit devant l'autel. « Toi aussi », répondit-elle en lui prenant la main. Cette simple interaction, d'une tendresse évidente, émut déjà plusieurs invités. L'amour entre ces 2 personnes n'avait rien de forcé ou de compatissant. Il était authentique, palpable, indéniable. Le père Gabriel commença la cérémonie par une homélie sur l'amour véritable. Mes chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un amour qui nous enseigne l'essentiel. Aimer, c'est voir l'âme de l'autre au-delà de toute apparence. Les mots du prêtre prenaient une résonance particulière dans ce contexte. Certains invités commençaient à réfléchir à leurs propres préjugés, à questionner leur certitude sur ce que devait être un couple normal. Emma s'acquitta parfaitement de son rôle, apportant les alliances avec un sérieux touchant. Quand Étienne glissa l'anneau au doigt de Juliette, sa voix tremblait d'émotion. « Avec cet anneau, je te donne mon cœur et ma vie. Et moi, je te donne les miens pour toujours, » répondit Juliette. Puis vint le moment crucial. Le père Gabriel tendit le micro à Étienne pour qu'il prononce ses vœux personnels. Un silence total s'installa dans l'église. 150 personnes retenaient leur souffle, ne sachant à quoi s'attendre. Étienne prit le micro avec assurance. Il regarda d'abord Juliette avec une tendresse infinie, puis se tourna vers l'assemblée. Son regard balaya les visages, croisant celui de son ex-épouse, de sa mère, des collègues de Juliette, des amis de toujours. « Mes chers amis », commença-t-il d'une voix claire et posée, « avant de prononcer mes vœux à la femme de ma vie, je dois vous dire quelque chose d'important. » Un frémissement parcourut l'assistance. Cette introduction inhabituelle annonçait un moment particulier, peut-être déstabilisant. Je sais que certains d'entre vous se posent des questions sur ce mariage. Je sais que d'autres s'inquiètent pour Juliette. Et je comprends ces interrogations. La sincérité de ces paroles créait une atmosphère de recueillement. Personne n'osait bouger. Tous attendirent la suite. Il y a 3 ans, un accident a changé ma vie. En quelques secondes, je suis passé du statut d'homme valide à celui d'homme en fauteuil roulant. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, celui du regard des autres sur la différence. L'assemblée était suspendue à ces paroles. Étienne parlait sans amertume, avec la sérénité de celui qui a fait la paix avec son histoire. J'ai appris que pour beaucoup, je n'étais plus tout à fait un homme, plus tout à fait capable d'être père, mari, amoureux. J'ai compris que ma valeur s'était soudainement réduite à mes limites physiques. Plusieurs femmes dans l'assistance avaient les larmes aux yeux. La justesse et la dignité de ces paroles les touchaient profondément. Puis Juliette est entrée dans ma vie. Il se tourna vers elle et son visage s'illumina. Cette femme extraordinaire a fait quelque chose que peu de personnes savent faire. Elle m'a regardé, vraiment regardé. Pas mon fauteuil, pas mon handicap, pas ma différence. Elle a regardé qui j'étais vraiment. Juliette pleurait maintenant ouvertement, bouleversée par ces mots qu'elle entendait pour la première fois avec cette intensité.
Et vous savez ce qu'elle a vu? Un homme qui aime les balades en bord de mer, qui cuisine des risottos le dimanche, qui lit Proust avant de s'endormir, qui rêve de faire découvrir l'Italie à sa future épouse. L'émotion gagnait toute l'assemblée. L'image qu'Étienne dessinait de lui-même était celle d'un homme complet, pas d'une victime. Elle a vu un homme qui a créé une association, qui aide d'autres personnes, qui croit encore à l'amour et au bonheur. Un homme qui a une fille merveilleuse et qui rêve d'agrandir sa famille. Emma souriait à travers ses larmes, fière de son père. Cette évolution de votre cœur, cette transformation de votre regard, c'est exactement ce que ce moment extraordinaire va vous apporter. Étienne marqua une pause, laissant ses paroles résonner dans l'église silencieuse. Puis il reprit, sa voix portant plus loin, touchant chaque cœur présent. Beaucoup d'entre vous pensent donc que Juliette se sacrifie en m'épousant, que par bonté d'âme, par compassion, elle renonce à une vie normale pour s'occuper d'un homme diminué. Un malaise palpable parcourut l'assemblée. Plusieurs invités baissèrent les yeux, se reconnaissant dans ces pensées qu'Étienne verbalisait avec une lucidité désarmante. « Je vais vous révéler la vérité sur notre couple, la vérité que vous ne voyez pas, que vous n'imaginez pas. » Il se tourna vers Juliette, lui prit la main et continua d'une voix plus douce mais parfaitement audible. « Cette femme ne m'aide pas à vivre, elle vit avec moi, elle ne me porte pas. Nous nous portons mutuellement, elle ne me soigne pas. Elle m'aime. » Les nuances entre ces mots touchèrent profondément l'assistance. La différence entre aider quelqu'un et partager sa vie avec lui devenait soudain évidente. Juliette travaille, comme moi. Elle a ses passions, ses rêves, ses projets. Notre appartement n'est pas un hôpital, c'est un foyer. Notre quotidien n'est pas fait de soins et de sacrifices, mais de rires, de projets communs, de tendresse partagée. Martine, la mère d'Étienne, pleurait silencieusement. Elle réalisait qu'elle aussi avait inconsciemment réduit la vie de son fils à ses limitations, oubliant l'homme qu'il restait. « Vous voulez savoir qui se sacrifie dans cette histoire ?» continua Étienne avec un sourire. « Moi, j'ai renoncé aux grasses matinées parce que madame veut aller courir à 6 heures du matin. J'ai dû apprendre à aimer les films romantiques, et ne parlons pas de sa passion pour les brocantes du dimanche matin. » Cette pointe d'humour détendit l'atmosphère et arracha quelques sourires à travers les larmes. Étienne montrait qu'il était capable d'autodérision, qu'il ne se prenait pas au tragique. « Plus sérieusement, reprit-il, Juliette m'a appris quelque chose de fondamental. Elle m'a montré que l'amour ne se mesure pas à ce qu'on peut donner physiquement, mais à ce qu'on peut partager émotionnellement, intellectuellement, spirituellement. » Le père Gabriel acquiesçait discrètement. Ces paroles rejoignaient exactement sa conception de l'amour chrétien, un don total de soi qui dépasse largement le physique. Notre amour a ses spécificités, comme tout amour. Nous avons adapté notre quotidien, nos sorties, nos projets. Mais n'est-ce pas ce que fait tout couple? S'adapter l'un à l'autre, composer avec les particularités de chacun? Cette question fit mouche. Combien de couples, valides, devaient également s'adapter au ronflement du conjoint, à sa phobie sociale, à ses horaires décalés, à ses manies? La seule différence, c'est que nos adaptations sont visibles. Mon fauteuil roulant se voit. Les compromis que font les autres couples se voient moins, mais ils existent tout autant. Étienne regardait maintenant son ex-épouse Sylvie, sans agressivité, mais avec une grande tristesse. Il y a 3 ans, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Mais j'ai aussi découvert qui étaient de mes vrais amis, ma vraie famille, mes vraies priorités. Cet accident, aussi douloureux ait-il été, m'a également beaucoup appris. Sylvie détourna le regard, touchée malgré elle par la sérénité de son ex-mari. Elle se souvenait de l'homme brisé qu'elle avait quitté et découvrait l'homme reconstruit qu'il était devenu. J'ai appris que la valeur d'un être humain ne réside pas dans ses performances physiques, mais dans sa capacité à aimer, à créer du lien, à être présent pour ceux qui comptent. Emma regardait son père avec une admiration évidente. À 11 ans, elle comprenait peut-être mieux que bien des adultes la leçon que dispensait Étienne. J'ai créé mon association non par résignation, mais par passion. J'aide d'autres personnes en situation de handicap, non par solidarité corporatiste, mais parce que j'ai trouvé ma voie dans l'accompagnement humain. Les collègues d'Étienne acquiesçaient. Ils savaient combien il s'investissait dans son travail, combien il était respecté par les personnes qui l'accompagnaient. Et surtout, j'ai rencontré Juliette,
non pas dans un moment de faiblesse où j'avais besoin d'être secouru, mais dans un moment de force où j'avais quelque chose à offrir à une femme exceptionnelle. Il serra plus fort la main de Juliette, qui lui souriait à travers ses larmes. Car voilà ce que vous ne comprenez peut-être pas. Juliette n'a pas épousé un homme en fauteuil roulant. Elle a épousé un homme qui se trouve être en fauteuil roulant. Nuance énorme. Cette distinction sémantique était fondamentale. Elle remettait la personne au centre, reléguant le handicap au rang de caractéristique parmi d'autres. Je ne suis pas Étienne le handicapé complaint, je suis Étienne qui aime Juliette et qui est aimé d'elle en retour. L'assemblée était maintenant conquise. Les préjugés tombaient un à un face à cette démonstration de dignité et d'amour authentique. Alors oui, nous aurons des défis spécifiques. Nos vacances ne se feront pas en randonnée himalayenne. Nos balades ne seront pas des marathons. Nos danses ne se feront pas debout. Il marqua une nouvelle pause, sourit et ajouta « Mais nos rires seront tout aussi forts, nos projets tout aussi ambitieux, notre amour tout aussi profond. Et nos enfants grandiront en sachant que la différence n'est pas un obstacle au bonheur, mais une façon différente de le construire. » Cette mention des enfants à venir fit sourire Juliette. Ils en avaient souvent parlé, et Étienne était impatient de devenir père à nouveau. Voilà la vérité sur notre couple. Voilà pourquoi nous sommes ici, aujourd'hui. Non pour que vous ayez pitié de nous, mais pour que vous célébriez avec nous un amour vrai, fort, choisi en toute conscience par deux adultes libres et heureux. Les applaudissements commencèrent timidement, puis s'amplifièrent jusqu'à devenir une ovation. Toute l'assemblée était debout, émue aux larmes par cette leçon de vie et d'amour. Mais Étienne n'avait pas terminé. Il leva la main pour demander le silence, car le plus important restait à venir. Quand le silence revint dans l'église, Étienne reprit le micro. Son regard croisa celui de Juliette, puis il se tourna une dernière fois vers l'assemblée. Ce qu'il s'apprêtait à révéler, peu de personnes le savaient, et cela allait changer définitivement la perception que les invités avaient de leur histoire. « Il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir, » dit-il d'une voix plus grave. « Quelque chose que je n'ai jamais dit publiquement, mais que je veux partager avec vous aujourd'hui. » Un nouveau frisson parcourut l'assistance. Après les révélations précédentes, que pouvait-il encore ajouter? Peu après mon accident, j'ai traversé une période très sombre, plus sombre que vous ne pouvez l'imaginer. Juliette lui serra la main pour l'encourager. Elle connaissait cette partie de son histoire, la plus douloureuse, celle qu'Étienne avait mis longtemps à lui confier. Je ne parle pas seulement de dépression ou de découragement. Je parle de désespoir total. De ces moments où l'on ne voit plus aucune issue, aucun sens à continuer. L'église était maintenant plongée dans un silence absolu. Même les enfants semblaient comprendre la gravité du moment. Il y a 2 ans, j'ai voulu en finir. Ces mots simples tombèrent comme des pierres dans l'eau. Plusieurs personnes portèrent leurs mains à leur bouche, choquées par cette révélation. Je ne voyais plus qui j'étais, ce que je pouvais encore apporter au monde, pourquoi je devais continuer à exister. Ma femme était partie, ma fille me regardait avec tristesse. Mes amis ne savaient plus comment me parler. Sylvie baissait maintenant la tête, submergée par la culpabilité. Elle découvrait à quel point son départ avait affecté Étienne. J'avais tout planifié, le jour, l'heure, la méthode. J'avais même écrit une lettre pour Emma, pour lui expliquer que papa était trop fatigué pour continuer. Emma, qui ne comprenait pas tous les mots mais saisissait l'émotion, s'était rapprochée de sa grand-mère maternelle, troublée. Et puis, un matin de novembre, alors que j'avais pris ma décision finale, mon téléphone a sonné. Étienne regarda Juliette avec une intensité bouleversante. C'était cette femme extraordinaire. Elle m'appelait pour me proposer un partenariat professionnel entre l'Institut de rééducation et mon association. Nous devions nous rencontrer l'après-midi même. Juliette pleurait maintenant ouvertement. Elle n'avait jamais su qu'elle avait appelé Étienne le jour où il avait prévu de mourir. J'ai failli annuler ce rendez-vous. Après tout, quel était l'intérêt puisque tout serait fini le soir même? Mais quelque chose m'a poussé à y aller. Peut-être la curiosité, peut-être le destin. Il marqua une pause, le temps de retrouver sa voix que l'émotion faisait trembler. Quand Juliette est entrée dans mon bureau, ce jour-là, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Elle ne m'a pas regardé avec pitié. Elle ne m'a pas parlé comme à un malade. Elle s'est adressée à moi comme à un professionnel compétent,
comme à un homme respectable. L'assemblée était suspendue à ces paroles. Cette histoire prenait une dimension tragique et miraculeuse à la fois. Nous avons parlé travail pendant 2 heures, de projets, d'avenir, de personnes à aider. Pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression d'exister vraiment aux yeux de quelqu'un. Juliette se souvenait parfaitement de cette première rencontre. Elle avait trouvé Étienne brillant, passionné, visionnaire. Jamais elle n'aurait imaginé l'état psychologique dans lequel il se trouvait. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai déchiré la lettre que j'avais écrite pour Emma. J'ai rangé ce que j'avais préparé, et j'ai décidé de me donner une chance de plus. Un sanglot étouffé résonna dans l'église. Plusieurs personnes pleuraient maintenant ouvertement. Pas parce que j'allais mieux, pas parce que mes problèmes étaient résolus, mais parce qu'une femme m'avait regardé comme un être humain digne d'intérêt. Étienne se tourna vers Juliette et prit ses 2 mains dans les siennes. « Juliette, tu ne m'as pas seulement donné ton amour, tu m'as rendu la vie, littéralement. Sans le savoir, par ta simple présence, ta considération, ton respect. Tu as sauvé un homme qui ne croyait plus en lui. L'émotion était telle que même les hommes les plus stoïques essuyaient discrètement leurs larmes. L'oncle Robert, qui critiquait ce mariage la veille, était bouleversé. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. Non pas pour prouver que le handicap n'empêche pas d'aimer, mais pour témoigner que l'amour peut littéralement sauver une vie. » Il lâcha les mains de Juliette et reprit le micro. « Alors quand je vois certains d'entre vous vous demander si Juliette fait le bon choix en m'épousant, je me dis que vous vous trompez de question. La vraie question, c'est « Mérite-t-elle un homme qui lui doit la vie? Un homme qui l'aimera chaque jour, comme si c'était le dernier, parce qu'il sait ce que signifie frôler le néant ?» Cette perspective nouvelle changea radicalement le regard des invités sur leur couple. Ce n'était plus la belle qui épousait la bête, mais la sauveuse qui épousait l'homme qu'elle avait sauvé. Mes chers amis, vous assistez aujourd'hui au mariage de 2 personnes qui se sont trouvées au bon moment. Juliette avait besoin d'un homme qui saurait la valeur de chaque instant partagé. J'avais besoin d'une femme qui me rendrait ma dignité d'homme. Il se tourna une dernière fois vers son épouse. « Juliette Moreau, acceptes-tu de devenir ma femme, sachant que tu épouses un homme qui t'aimera chaque jour, comme si tu lui avais offert la vie ?» ?»« Oui, Étienne Roussel. Et moi, acceptes-tu de m'épouser, sachant que tu épouses une femme qui a trouvé en toi l'homme le plus courageux qu'elle ait jamais rencontré ? » ?»« Oui, pour toujours. » Ils s'embrassèrent sous les applaudissements nourris de toute l'assemblée. Mais cette fois, les applaudissements n'exprimaient plus la compassion ou la politesse. Ils célébraient un amour authentique, un courage exceptionnel et une leçon de vie que personne n'oublierait jamais. Le père Gabriel, visiblement ému, put à peine prononcer la formule finale « Vous pouvez embrasser la mariée ». Car Juliette et Étienne étaient déjà dans les bras l'un de l'autre, unis par des liens bien plus forts que tous les préjugés du monde. Après la cérémonie, l'ambiance changea radicalement. Les invités qui avaient quitté l'église le matin avec des préjugés en ressortèrent transformés. Les regards posés sur Étienne n'exprimaient plus la gêne ou la pitié, mais le respect et l'admiration. Sur le parvis de l'église, les félicitations pleuvaient. L'oncle Robert, qui critiquait ce mariage quelques heures plus tôt, serra chaleureusement la main d'Étienne. « Mon vieux, je vous dois des excuses. Vous êtes un homme remarquable. Nous sommes tous remarquables à notre façon, monsieur Robert. Il suffit parfois qu'une personne le voie pour que nous-mêmes nous en rendions compte. » Tante Monique, les yeux encore rougis par l'émotion, embrassa Juliette avec sincérité. « Ma chérie, tu as épousé un homme exceptionnel, et lui a épousé une femme exceptionnelle. Merci, tante Monique. C'est exactement ce que nous pensons l'un de l'autre. » Emma, fière comme un pont dans sa robe de demoiselle d'honneur, tenait fermement la main de sa nouvelle belle-mère. « Juliette, maintenant que tu es officiellement ma maman, est-ce que je peux venir dormir chez vous le week-end ? » « Bien sûr, ma puce. Papa et moi, nous allons préparer ta chambre dans notre nouvel appartement. » Car Juliette et Étienne avaient décidé de déménager dans un appartement plus grand, à Marseille, accessible, et conçu pour accueillir Emma régulièrement. Ils voulurent que leur famille recomposée ait un vrai foyer commun. Le plus surprenant fut la réaction de Sylvie, l'ex-épouse d'Étienne. Elle s'approcha du couple avec hésitation, manifestement émue par le discours qu'elle venait d'entendre. « Étienne,
Je ne savais pas. Pour cette période difficile, pour ce que tu as vécu. Si j'avais su. Sylvie, nous avons tous fait ce que nous pouvions à l'époque. Tu n'es responsable de rien. Et regarde comme tout s'est bien fini. Juliette, dit Sylvie en se tournant vers la mariée. Prenez soin de lui. C'est un homme merveilleux. J'ai été trop bête pour le comprendre à temps. Je le sais depuis le premier jour, sourit Juliette, et je vous remercie pour Emma. Nous ferons tout pour qu'elle soit heureuse dans notre nouvelle famille. Cette réconciliation inattendue émut profondément Emma, qui voyait ses parents adultes faire enfin la paix autour de son bonheur. Docteur Lemaire, le chef de service de l'Institut, félicita chaleureusement Juliette. « Ma chère Juliette, vous nous avez donné une leçon magistrale aujourd'hui. Étienne et vous formez un couple inspirant. » « Merci, docteur. Étienne m'inspire chaque jour par sa force et sa détermination. » « D'ailleurs, ajouta le médecin, nous aimerions vous proposer quelque chose. Accepteriez-vous tous les deux d'intervenir dans nos formations ? Vos témoignages pourraient aider nos étudiants à mieux comprendre la réalité du handicap. » Étienne et Juliette échangèrent un regard. Avec plaisir, si cela peut faire évoluer les mentalités. Marc Delacroix, le témoin d'Étienne, observait cette transformation avec satisfaction. « Mon vieux, tu as réussi un exploit aujourd'hui. Tu as changé le regard de toutes ces personnes en une seule fois. » Ce n'était pas un exploit, Marc. C'était juste la vérité. Les gens ont besoin qu'on leur explique, qu'on leur montre. La plupart des préjugés viennent de l'ignorance, pas de la méchanceté. Le photographe du mariage, qui avait initialement proposé de cacher le fauteuil d'Étienne, se montra particulièrement attentif à saisir tous les moments d'émotion. « Monsieur Roussel, accepteriez-vous que je propose ces photos à un magazine ? Votre histoire pourrait aider beaucoup de personnes ? Si cela peut servir, pourquoi pas ? Mais demandez d'abord à ma femme, sourit Étienne en regardant Juliette. C'est elle la plus photogénique. » La réception se déroula dans le domaine viticole des amis de la famille Moreau. L'endroit, magnifique avec ses vignes à perte de vue et sa bastide provençale restaurée, offrait un cadre idéal pour prolonger cette journée exceptionnelle. Les propriétaires du domaine, Pierre et Colette Martineau, accueillirent le couple avec une chaleur particulière. « Nous sommes honorés d'accueillir votre fête, » dit Pierre. « Votre histoire nous a beaucoup touchés. »« Et nous avons préparé une surprise, » ajouta Colette, en désignant la terrasse où un plancher de danse temporaire avait été installé, parfaitement accessible aux fauteuils roulants. « Pour que tout le monde puisse danser ensemble, » expliqua-t-elle avec un clin d'œil. Cette attention délicate émut Juliette et Étienne. Décidément, cette journée marquait un tournant dans leur vie sociale. Les gens ne se contentèrent plus d'accepter leurs différences, ils l'intégraient positivement. Pendant le cocktail, de nombreux invités vinrent spontanément témoigner leur émotion à Étienne. Certains partageaient leurs propres expériences avec le handicap. Un grand-père Alzheimer, un frère autiste, un ami paraplégique. Le discours d'Étienne avait libéré la parole sur un sujet souvent tabou. « Vous savez, » dit Madame Bertrand, la voisine octogénaire qui critiquait le mariage le matin même, « mon défunt mari était devenu aveugle à la fin de sa vie. J'ai vécu 10 ans avec un homme différent. Ça a été les 10 plus belles années de notre mariage. On se parlait vraiment, on se touchait vraiment, on s'aimait vraiment. » Cette confidence, venant de la personne la plus critique du matin, marqua symboliquement la réconciliation de toute la famille avec ce mariage. Le dîner se déroula dans une ambiance détendue et joyeuse. Étienne et Juliette circulaient de table en table, remerciant chaque invité. Ils rayonnèrent de bonheur, apaisés d'avoir pu partager leur vérité et touchés par l'accueil qu'elle avait reçu. « Tu sais ce qui me frappe le plus ?» dit Juliette à Étienne pendant une pause. « Les gens ne nous regardent plus comme un couple particulier, ils nous voient comme un couple, point. C'est exactement ce qu'on voulait, être normaux dans notre différence. Normaux et heureux. Surtout heureux. » La soirée se poursuivit tard dans la nuit, ponctuée de discours improvisés, de témoignages émouvants et de moments de pure joie. Cette union, qui avait commencé sous le signe de l'incompréhension, se transformait en célébration de l'amour sous toutes ses formes. Vous sentez cette transformation, cette évolution des cœurs? C'est exactement ce que produit la vérité quand elle est dite avec courage et sincérité. La première danse des mariés fut un moment magique qui marqua définitivement les esprits. Sur la terrasse aménagée du domaine, sous un ciel étoilé typiquement provençal,
Juliette et Étienne s'élancèrent sur La vie en rose d'Édith Piaf. Juliette avait pris place sur les genoux d'Étienne, et ensemble, ils évoluaient sur la piste avec une grâce surprenante. Ils avaient répété cette chorégraphie pendant des semaines, transformant les contraintes du fauteuil roulant en atout esthétique. Leurs mouvements étaient fluides, harmonieux, profondément émouvants. Ils dansent mieux que la plupart des couples valides, murmura une invitée, les larmes aux yeux. Toute l'assemblée les regardait, fascinée par cette démonstration que l'amour trouve toujours un moyen de s'exprimer. Quand la musique se termina, les applaudissements furent si nourris qu'ils résonnèrent dans toute la vallée. « À votre tour !» lança Étienne en invitant les autres couples à les rejoindre. La piste se remplit rapidement. Emma dansa avec son grand-père, Camille avec son mari. Même Sylvie accepta l'invitation de son nouveau compagnon. L'atmosphère était détendue, joyeuse, débarrassée de toute gêne. Pendant que les autres dansaient, Juliette et Étienne s'installèrent à l'écart pour souffler un peu. Marc Delacroix les rejoignit avec une coupe de champagne. « Alors, comment vous sentez-vous, les jeunes mariés ?»« Libérés », répondit spontanément Juliette. « Pour la première fois, nous n'avons plus l'impression d'avoir à justifier notre amour. C'est fou ce qu'un discours sincère peut changer, » ajouta Étienne. « Je regrette presque d'avoir attendu si longtemps pour dire cette vérité. »« Vous n'étiez peut-être pas prêt avant, » observa Marc. « Il faut parfois du temps pour transformer une blessure en force. » Cette réflexion sonnait juste. Étienne avait eu besoin de ces 3 années pour intégrer son handicap, pour en faire non plus un obstacle, mais une composante de sa personnalité. Aujourd'hui, il pouvait en parler avec sérénité parce qu'il l'avait vraiment accepté. Un peu plus tard dans la soirée, le père Gabriel s'approcha du couple. « Mes chers enfants, je célèbre des mariages depuis 25 ans. Le vôtre restera dans ma mémoire comme l'un des plus beaux. Merci mon père, votre homélie nous a beaucoup touchés. Ce n'est rien comparé à votre témoignage d'Étienne. Vous avez donné une leçon d'humanité à toute cette assemblée. J'ai surtout dit ce que j'avais sur le cœur. Parfois, il faut crever l'abcès pour que la guérison commence. Et vous, ma chère Juliette, vous avez montré ce qu'était l'amour véritable. Voir au-delà des apparences, aimer la personne dans sa totalité. Mon père, aimer Étienne n'a jamais été un effort. C'est la chose la plus naturelle qui me soit arrivée. Cette simplicité dans la déclaration émut le prêtre. Il bénit une dernière fois le couple avant de prendre congé. Vers minuit, les invités commencèrent à partir. Chacun venait saluer les mariés avec une sincérité qu'ils n'avaient pas ressentie en arrivant le matin. Les au revoir étaient chaleureux, les embrassades authentiques. « Nous vous invitons bientôt à la maison », déclara l'oncle Robert. « J'aimerais qu'Étienne raconte son parcours à mes petits-fils. Ils ont besoin d'entendre ce genre d'histoire. »« Avec plaisir, oncle Robert. » Fabien, le cousin médecin qui questionnait les motivations de Juliette la veille, s'excusa platement. « Juliette, pardonne-moi mes doutes d'hier. Vous avez trouvé quelque chose de rare, un amour qui grandit les 2 personnes. » « Il n'y a rien à pardonner, Fabien. Tu t'inquiétais pour moi, c'est normal. » Non, ce n'était pas de l'inquiétude. C'était de l'ignorance. Et Étienne me l'a fait comprendre avec beaucoup de dignité. Cette capacité d'Étienne à éduquer sans humilier, à corriger sans blesser, impressionnait tous ceux qui l'approchaient. Il possédait cette intelligence émotionnelle rare qui transforme les confrontations en occasion d'apprentissage mutuel. Quand Emma fut fatiguée, Sylvie vint la chercher. « Papa, je reviendrai vous voir très bientôt ?» demanda la fillette. « Dès que tu veux, ma puce. Tu es chez toi avec nous. » « Et moi, je peux appeler Juliette maman maintenant ?» Sylvie hésita un instant, puis sourit. « Tu peux l'appeler comme tu veux, ma chérie. L'important, c'est que tu sois heureuse. » Cette générosité de la part de l'ex-épouse toucha profondément Juliette. « Merci, Sylvie. Emma aura toujours sa place chez nous. »« Je sais, et Étienne, prends soin de toi, tu mérites d'être heureux. »« Merci, et toi aussi, sois heureuse avec Laurent. » Cette réconciliation apaisait définitivement les relations familiales autour d'Emma. La fillette grandirait désormais entourée d'adultes qui s'entendaient et qui placèrent son bien-être au centre de leurs préoccupations. Les derniers invités partirent vers 1h du matin. Juliette et Étienne se retrouvèrent enfin seuls sur la terrasse du domaine, sous les étoiles provençales. La musique s'était tue, mais la joie de cette journée résonnait encore dans leur cœur. « Alors, Madame Roussel,
Comment avez-vous trouvé votre premier jour de mariage? Parfait, monsieur Roussel. Et vous? Révélateur. J'ai découvert que les gens étaient capables de changer d'avis quand on leur donnait de vraies informations. Tu as été magnifique dans ton discours. Courageux, juste, émouvant. Nous avons été magnifiques tous les deux, et maintenant, nous sommes officiellement une famille. Ils restèrent ainsi un long moment, savourant ce bonheur simple d'être ensemble, reconnus et acceptés par leur entourage. Cette journée marquait non seulement le début de leur vie commune, mais aussi une victoire sur les préjugés et l'ignorance. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ?» dit Juliette en se blottissant contre Étienne. « Non, dis-moi. » « Demain matin, nous nous réveillerons en étant nous-mêmes, sans avoir à prouver quoi que ce soit à personne. Nous pourrons enfin vivre notre amour librement. » C'est le plus beau cadeau de mariage qu'on pouvait rêver. Ils rentrèrent à leur hôtel main dans la main, le cœur léger et l'âme apaisée. Leur amour avait triomphé de tous les obstacles et s'épanouirait désormais au grand jour, inspirant peut-être d'autres couples à suivre leur exemple de courage et d'authenticité. 6 mois après leur mariage, Juliette et Étienne avaient emménagé dans leur nouvel appartement marseillais. Un magnifique 5 pièces dans le quartier de Bonneveine, entièrement adapté aux besoins d'Étienne, mais conçu avec un goût exquis par Juliette. L'appartement respirait le bonheur familial, photos de mariage sur les murs, plantes vertes partout et une chambre d'enfant joliment décorée pour les week-ends d'Emma. « Papa, Juliette, regardez ce que j'ai fait à l'école !» Emma fit irruption dans le salon, brandissant fièrement un dessin. Sur la feuille, 3 personnages souriants, un homme en fauteuil roulant, une femme debout et une petite fille entre eux. En haut, écrit en grosses lettres « Ma famille ». « C'est magnifique, ma puce », dit Étienne en admirant l'œuvre. « Nous allons l'accrocher dans la cuisine. » Avec les autres dessins, avec tous les autres. Car Emma passait maintenant un week-end sur 2 chez eux, plus de nombreuses soirées en semaine. Sylvie avait accepté cette nouvelle organisation avec bienveillance, reconnaissant que sa fille s'épanouissait dans cette famille recomposée. L'association Vivre debout d'Étienne connaissait un développement remarquable. Depuis son témoignage de mariage, devenu viral sur les réseaux sociaux, de nombreux dons affluaient. Mais surtout, des personnes en situation de handicap venaient chercher conseil et espoir. Monsieur Roussel avait dit la semaine précédente un jeune homme de 25 ans, récemment amputé. « Votre histoire m'a redonné espoir. Si vous avez pu trouver l'amour après votre accident, alors j'y arriverai peut-être aussi. » Ces témoignages touchaient profondément Étienne. Il réalisait que son courage à parler publiquement de son expérience aidait concrètement d'autres personnes à surmonter leurs épreuves. Juliette, de son côté, avait accepté la proposition du docteur Lemaire d'intervenir régulièrement dans les formations du personnel soignant. Son approche du handicap, nourrie par son expérience personnelle, révolutionnait la façon dont les étudiants appréhendaient leurs futurs patients. « Madame Roussel, » lui avait dit une étudiante infirmière, « grâce à vous, je ne vois plus un lit, je vois une personne. Vous m'avez appris à regarder vraiment. » Ces retours confirmaient à Juliette qu'elle avait trouvé sa vocation. Former les soignants de demain à une approche plus humaine du handicap. Un soir de décembre, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble dans leur cuisine ouverte, Juliette fit une annonce qui changea tout. « Étienne, j'ai quelque chose à te dire. »« Je t'écoute, ma chérie. »« Nous allons avoir un bébé. » Étienne lâcha la cuillère en bois qu'il tenait. « Quoi ? Tu vas être papa une 2e fois. »« Tu es sûr ?»« Certaine, j'ai fait 3 tests et j'ai vu le médecin ce matin. » Étienne resta silencieux quelques secondes, assimilant la nouvelle. Puis son visage s'illumina d'un bonheur pur. « Juliette, c'est merveilleux. Viens ici. » Il l'attira à lui et la serra contre son cœur. « Tu vas être une maman formidable. Et toi, un papa formidable pour la 2e fois. Emma va être aux anges, une petite sœur ou un petit frère. Je lui annoncerai ce week-end. Mais toi d'abord, tu es heureux ? » « Heureux, Juliette, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. » Cette grossesse marqua une nouvelle étape dans l'acceptation sociale de leur couple. Voir Juliette enceinte d'Étienne balayait définitivement les derniers préjugés sur sa capacité d'être un homme complet. « Vous allez avoir un enfant, comme c'est merveilleux !» s'extasia Françoise, la mère de Juliette, quand elle apprit la nouvelle. « Maman, tu sembles surprise. »« Non, ma chérie. Enfin, si, un peu. »
C'est bête, mais je ne m'étais pas vraiment projeté. Excuse-moi, je dis n'importe quoi. Ce n'est rien, beaucoup de gens ont encore du mal à imaginer qu'un homme en fauteuil roulant puisse fonder une famille normale. Mais vous l'avez prouvé, et je vais être grand-mère. Oh mon Dieu, il faut que je prévienne ton père. L'enthousiasme de la famille était contagieux. Jean-Claude, le père de Juliette, déclara que cet enfant grandirait sans aucun préjugé dans l'amour et l'ouverture d'esprit. Du côté d'Étienne, Martine pleura de joie au téléphone. « Mon fils, tu me rends si fier. » « Et Juliette, comment elle va ?»« Très bien, maman, fatiguée mais radieuse. »« Et vous avez pensé aux aménagements, avec le fauteuil pour s'occuper du bébé ?»« Maman, nous avons déjà tout prévu. Il existe des solutions pour tout. L'important, c'est l'amour qu'on donnera à cet enfant. » Car Étienne et Juliette s'étaient effectivement renseignés sur les adaptations nécessaires. Table allongée réglable en hauteur, lit de bébé accessible depuis le fauteuil roulant, siège auto spécialement conçu. Ils découvraient tout un univers de solutions techniques au service de la parentalité. « Vous savez, leur avait dit l'ergothérapeute consulté, vous n'êtes pas les premiers parents en fauteuil roulant. Nous avons beaucoup d'expérience dans ce domaine. L'essentiel, c'est l'amour et l'attention. Le reste, ça s'organise. » Emma accueillit la nouvelle avec un mélange d'excitation et de responsabilité. « Je vais être grande sœur. Je vais lui apprendre plein de choses et je l'aiderai à comprendre pourquoi papa a un fauteuil. Tu lui expliqueras que papa est juste différent et que la différence, c'est beau, » dit Juliette. « Exactement. Comme à l'école, j'ai expliqué à mes copains que vous êtes les parents les plus cools du monde. » Cette innocence d'Emma touchait toujours Étienne et Juliette. Les enfants, quand on ne les conditionne pas, acceptent naturellement toutes les formes de famille et d'amour. La grossesse se déroula merveilleusement bien. Juliette rayonnait, Étienne la couvait, et leur entourage les soutenait, avec une chaleur qu'ils n'avaient pas toujours connue. Leur histoire d'amour, devenue publique malgré eux, inspirait de nombreux couples confrontés aux épreuves de la vie. « Vous recevez encore des lettres ?» demanda Camille lors d'un déjeuner dominical. « Oui, plusieurs par semaine, » répondit Juliette. Des témoignages bouleversants de personnes qui nous disent que notre histoire leur a redonné espoir. C'est beau ce que vous avez créé. Votre amour dépasse largement votre couple. C'est vrai, acquiesça Étienne. Nous recevons des lettres de personnes handicapées qui osent maintenant rêver d'amour, mais aussi de familles qui acceptent mieux la différence de leurs proches. Cette influence positive les comblait. Leur bonheur personnel générait du bonheur collectif, preuve que l'amour authentique a toujours un effet d'entraînement sur la société. Un soir d'avril, alors que Juliette entamait son 8e mois de grossesse, Étienne lui fit une proposition inattendue. « Ma chérie, j'aimerais qu'on écrive un livre ensemble. » « Un livre ? Notre histoire, pour aider d'autres couples, d'autres familles, montrer que l'amour ne connaît vraiment aucune frontière. Tu crois qu'on a quelque chose d'intéressant à dire ? Je crois qu'on a quelque chose d'important à dire. Et puis, notre enfant pourra un jour lire comment ses parents se sont rencontrés et battus pour leur amour. Cette idée séduit immédiatement Juliette. D'accord, on commencera après l'accouchement. Parfait. Et on demandera à Emma d'illustrer la couverture. Leur vie s'enrichissait chaque jour de nouveaux projets, de nouvelles joies, de nouveaux défis relevés ensemble. L'amour qu'ils avaient construit malgré les obstacles continuait de grandir et de rayonner autour d'eux. Le 15 juin, exactement un an après leur mariage, Juliette donna naissance à Louis Roussel. Un magnifique bébé de 3,4 kg qui fit fondre de bonheur tous ceux qui l'approchèrent. L'accouchement s'était parfaitement déroulé et Étienne avait pu assister à la naissance depuis son fauteuil roulant, tenant la main de sa femme. « Il est parfait », murmura-t-il, en découvrant son fils pour la première fois. « Regarde ses petites mains, ses petits pieds. »« Il a tes yeux, » sourit Juliette, épuisée mais radieuse. « Mais, et ton caractère déterminé, j'en suis sûr. » Emma fut la première à rendre visite à son petit frère. « Oh, il est encore plus beau que sur les échographies. Bonjour Louis, je suis Emma, ta grande sœur. » Elle se pencha délicatement vers le berceau, impressionnée par cette petite vie qui venait d'arriver. « Papa, je peux le tenir ?»« Bien sûr, ma puce. Assieds-toi là. Je vais te le donner. »
Étienne prit Louis dans ses bras avec une tendresse infinie. Malgré son fauteuil roulant, ses gestes étaient sûrs, naturels, paternels. Il déposa délicatement le bébé dans les bras d'Emma. « Regarde comme papa se débrouille bien », chuchota Emma à son petit frère. « Il est le meilleur papa du monde, tu vas voir. » Cette scène touchante fut immortalisée par Juliette. Elle réalisa que cette photo résumait parfaitement leur famille. L'amour sous toutes ses formes, les liens qui unissent au-delà des différences. Les premiers mois avec Louis confirmèrent tous les pronostics optimistes. Étienne s'adaptait parfaitement à son rôle de papa, utilisant les aménagements techniques avec une aisance déconcertante. Le soir, il berçait son fils en roulant doucement dans l'appartement, et Louis s'endormait paisiblement contre son cœur. « Tu sais ce qui me frappe le plus ?» dit un jour Juliette à sa sœur Camille. Louis ne voit aucune différence entre son papa et les autres papas. Pour lui, c'est normal qu'un papa soit assis. C'est merveilleux. Il grandira sans aucun préjugé. Exactement. Et quand il sera plus grand, s'il pose des questions, nous lui expliquerons simplement que les papas peuvent être différents, mais que l'amour est toujours le même. Cette évidence frappa Camille. Cet enfant grandirait avec une ouverture d'esprit naturelle, une acceptation instinctive de la différence qui en ferait probablement un adulte plus tolérant et plus empathique. L'association Vivre debout inaugura ses nouveaux locaux 6 mois après la naissance de Louis. Étienne avait tenu à organiser une grande fête pour célébrer le chemin parcouru. Juliette était à ses côtés, Louis dans les bras, Emma fière comme un paon dans sa robe de cérémonie. « Mes chers amis », déclara Étienne devant l'assemblée réunie, « il y a 3 ans, j'ai touché le fond. Aujourd'hui, j'inaugure ces nouveaux locaux entourés de ma famille et de tous ceux qui nous soutiennent. Cela prouve qu'avec de l'amour et de la détermination, on peut transformer les épreuves en force. » Dans le public, de nombreuses personnes en situation de handicap applaudissaient avec émotion. L'exemple d'Étienne les inspirait, leur prouvait que tout était possible. Je voudrais remercier particulièrement ma femme Juliette, qui a cru en moi quand je ne croyais plus en moi-même, et mes enfants Emma et Louis, qui me rappellent chaque jour pourquoi il faut se battre. Les applaudissements résonnèrent longuement dans la salle. Juliette pleurait silencieusement, bouleversée par le chemin parcouru depuis leur première rencontre. Le livre qu'ils écrivirent ensemble sortit à l'automne suivant. Au-delà des regards, Histoire d'un amour sans frontières devint rapidement un best-seller. Les témoignages de lecteurs affluaient chaque jour. « Votre livre a sauvé notre couple », écrivait une femme dont le mari était devenu aveugle. « Nous ne savions plus comment nous aimer différemment. Vous nous avez montré la voie. Grâce à votre témoignage, j'ai enfin osé présenter mon copain tétraplégique à mes parents », écrivait une jeune fille de 20 ans. Ils l'ont adoré et ont compris que l'amour ne se choisit pas. Ces retours confirmaient l'impact positif de leur histoire sur la société. En racontant leur parcours avec sincérité, ils contribuaient à faire évoluer les mentalités sur le handicap et l'amour. Emma, maintenant âgée de 13 ans, était devenue une adolescente épanouie et mature. « Mes amis trouvent que j'ai trop de chance », confiait-elle souvent. « Elles disent que mes parents s'aiment plus que tous les autres parents qu'elles connaissent. » « C'est vrai qu'on s'aime beaucoup, papa et moi, » souriait Juliette. « Mais tous les couples peuvent s'aimer comme ça. Il suffit de choisir de se respecter et de se soutenir. Et de ne pas avoir peur de la différence. Surtout de ne pas avoir peur de la différence. La différence, c'est ce qui nous rend uniques et précieux. » Louis, maintenant âgé de 2 ans, gambadait dans l'appartement en poussant parfois le fauteuil de son papa. « Papa roux, criait-il de joie, transformant le handicap de son père en jeu amusant. « Tu vois ?» disait Étienne à Juliette. « Pour lui, mon fauteuil roulant, c'est magique. Il ne comprend pas pourquoi tous les papas ne roulent pas. » Cette innocence de Louis les émouvait constamment. Il leur rappelait que les préjugés sont acquis, pas innés, et qu'il suffirait d'éduquer différemment les enfants pour changer le monde. 5 ans après leur mariage, Étienne et Juliette avaient organisé une grande fête pour célébrer leurs noces de bois. Tous les invités du mariage étaient revenus, plus quelques nouveaux amis rencontrés en chemin. « Mes chers amis, » déclara Étienne lors de son discours, « il y a 5 ans, beaucoup d'entre vous s'interrogeaient sur notre couple. Aujourd'hui, vous êtes les témoins de ce qu'est devenue notre famille.
Il désigna Juliette, radieuse à ses côtés, Emma qui tenait Louis dans ses bras, et tous leurs proches souriants. Nous avons prouvé ensemble qu'on peut construire du bonheur avec n'importe quel matériau, du moment qu'on y met de l'amour. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Les applaudissements fusèrent, mais cette fois sans surprise, sans émotion particulière. Juste la joie normale de célébrer une famille aimante et épanouie. « Tu sais ce qui me rend le plus fier ?» dit Juliette à Étienne pendant qu'ils dansaient leur valse traditionnelle. « Nous sommes devenus banals, un couple normal avec des bonheurs et des difficultés normaux. Banalement heureux, sourit Étienne. C'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire. Car c'était effectivement cela, la vraie victoire. Être passé du statut de couple extraordinaire qui surmonte le handicap à celui de couple ordinaire qui s'aime. Avoir réussi à normaliser leurs différences, à la rendre invisible aux yeux de leur entourage. Ce soir-là, en regardant leurs enfants endormis, Juliette et Étienne mesuraient le chemin parcouru. Ils avaient construit une famille solide, influencée positivement des centaines de personnes, et surtout, ils s'aimaient chaque jour davantage. « Tu sais ce que je vais dire à Louis quand il me demandera pourquoi son papa est en fauteuil roulant ?» dit Juliette. « Non, dis-moi. Que parfois la vie nous donne des défis à relever, mais qu'avec de l'amour, on peut transformer ces défis en force. Et que grâce à ce fauteuil roulant, papa a rencontré maman. C'est parfait. Et on ajoutera que grâce à ce fauteuil roulant, nous avons appris à voir au-delà des apparences. » Ils s'endormirent cette nuit-là en se tenant la main, sereins et confiants en l'avenir. Leur amour avait vaincu tous les préjugés et continuait de rayonner autour d'eux, prouvant jour après jour que le véritable handicap, c'est l'incapacité d'aimer sans condition. Et quelque part dans Marseille, d'autres couples différents s'inspirèrent de leur exemple pour construire leur propre bonheur, perpétuant ainsi le cycle de l'amour et de la tolérance. Si cette histoire vous a touché, c'est que vous avez compris l'essentiel. L'amour véritable ne connaît aucune frontière. Il suffit parfois d'un regard différent pour transformer une vie et d'un cœur ouvert pour changer le monde. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui célèbrent la beauté de la différence et la force de l'amour authentique. Car dans un monde où les préjugés persistent, il est essentiel de rappeler que nous sommes tous dignes d'être aimés, exactement comme nous sommes.